On va ouvrir la troisième conférence des Journées de l'Éloquence, qui est dédiée aujourd'hui à Danton. On a le plaisir d'accueillir Patrice Guénifet et David Laudet pour traiter de ce sujet. Les deux étudiants qui animeront la conférence sont Dimitri, ici, et Jean-Victor, là. Je leur cède immédiatement la parole pour ouvrir la conférence et je vous souhaite une bonne écoute. Merci à vous. Merci Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette troisième conférence des Journées de l'Éloquence qui est consacrée ce matin à Danton. Le tocsin que l'on va sonner n'est point un signal d'alarme. C'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Ces mots célèbres, ce sont ceux qu'a prononcé Georges Danton le 2 septembre 1792 à l'Assemblée nationale, ce mois de septembre qui allait voir la bataille de Valmy et la réaction des Français contre l'envahisseur. Danton, c'est une figure qui, outre ces mots, se caractérise par une éloquence certaine, subit également un certain nombre de controverses, puisque l'historien Henri Guillemin parlait d'une légende dorée qu'il s'employait si bien à démonter. C'est une figure qui est parvenue jusqu'à nous, qui est importante dans la culture populaire, puisque Michel Sardou lui a consacré une chanson, alors que Gérard Depardieu l'a interprétée au cinéma, et c'est donc une personnalité tout à fait digne d'intérêt. Pour l'étudier, nous allons décomposer cette conférence en trois axes. D'abord autour de la personnalité de Danton, des controverses qui ont existé sur ce personnage, son origine. Ensuite, sur l'œuvre politique de Danton en tant que ministre de la Justice, en tant que parlementaire au cours de la Révolution. Et enfin, sur l'apogée et la chute, avec la confrontation avec Robespierre et la conversion à mort. Pour répondre à nos interrogations sur Danton, nous avons la chance d'accueillir ici Patrice Guénifet, qui est directeur d'études de l'EHESS et historien, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la Révolution, comme sur le consulat et sur la Réunion, ainsi que David Laudet, qui est journaliste britannique, biographe de Danton, à qui il consacre un ouvrage que vous pouvez notamment retrouver à la sortie. Pour aborder le premier axe, je laisse donc la parole à Dimitri. Donc alors, au départ, on va essayer de parler de la personnalité de Robespierre, sa vie privée. Oui, pardon, de Danton, je excusez-moi. Alors, moi, quand j'ai commencé à réfléchir un peu sur cette conférence, je me suis dit qui c'est Danton. Et alors, peut-être que le Britannique que vous êtes ne comprendra pas la référence, mais pour moi, Danton, c'est DSK dans le corps de David Douillet avec l'audace de Mélenchon. Non, c'est pas forcément flatteur. Et donc, enfin, je pense que ça ne doit pas être ça, donc c'est pour ça que vous allez nous éclairer. Mais on l'a appelé le Mirabeau du ruisseau. Certains disent que c'est un politicien sans scrupules, que sa figure est repoussante et atroce, ou alors on peut dire que c'est un ardent démocrate. Opportuniste ou adepte du réel politique, Danton, selon vous? Qui commence? Qui vous voulez, hein, allez-y. Alors, Qui se sent? bon, quoi qu'on en dise, il y a peu de DSK. Mais quand même, il faut insister sur ce personnage, parce que c'est d'abord physique. D'abord, c'est un géant. Il a une tête plus grande que les autres qui l'ont. Il est très laid. Il est donc, il a un accident de ferme parce qu'il est né en province, dans la Champagne, et il a été allaité, je pense qu'on dit, par une vache qui était un peu l'habitude en province à l'époque, parce que sa mère ne l'avait pas. Il a été attaqué par un taureau qui lui a fendu la lèvre et il y avait encore un autre accident après, comme cela, puis il a eu la variole, il est donc laid. Et donc intimidant, un géant
il est intimidant. Et ça joue beaucoup dans sa vie parce qu'il s'en sert de cela, de son côté physique, et ça joue contre lui à la fin aussi. Est-ce que Patrice voulait parler un peu de son aussi sur l'enfance, oui, j'aime beaucoup moi, le voir d'abord DSK. Maintenant, pour l'éternité, Danton a le visage de Depardieu. Parce que Depardieu a été un formidable Danton au cinéma, et il est impossible de penser à Danton sans voir Depardieu. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, sur son enfance, oui, bien sûr, c'est une enfance du XVIIIe siècle, à la campagne. Il a été, je crois que l'expression c'était qu'on le mettait en nourrice dans une étable, faute aussi de lui payer une nourrice. Et ces familles où les femmes étaient enceintes quasiment en permanence n'avaient pas beaucoup de temps d'allaiter leurs enfants nés précédemment et s'en occuper. Et il y a eu cette malheureuse rencontre avec un taureau qui a laissé des séquelles. Alors sa laideur sans doute lui a nui et l'a avantagé. Elle lui a nui parce que elle a provoqué chez beaucoup de ses contemporains une aversion définitive. Et par exemple, Madame Roland le hait instinctivement. Il la dégoûte, il la répugne, elle le dit dans des lettres. Elle a une répulsion physique vis-à-vis de lui, alors que elle, girondine, et lui, montagnard, mais avec des accointances tant à gauche qu'à droite, aurait pu être un allié à un moment donné pour la Gironde. Et s'il n'est pas devenu cet allié, c'est aussi parce qu'il a été rejeté en partie par les Girondins, qui étaient bien sûr physiquement beaucoup plus présentables que lui. Donc ça lui a nuit, et il en a joué parce qu'il a, et ça se rapproche je pense un peu de Marat, il a un côté monstre de foire qui en fait une attraction. Et si on ajoute à cela une éloquence incroyable, c'est un don de la parole et un don une chaleur humaine, un don du contact, ça l'a rendu très séduisant pour les foules, notamment pour les foules des faubourgs, parce qu'il a un côté rigolo, distrayant, il est facile, il est flatte, il les retient aussi, et là il joue le rôle du monstre de la foire, un peu comme Marat fait exactement la même chose dans un style très différent. Mais dans cette révolution, ce sont des passages qui ont un côté carnavalesque. Voilà. Et lui, de par son physique, plus que de par son langage. Alors que chez Marat c'est le fou. Et il a un langage extrêmement violent, et il joue un peu, dans le Paris révolutionnaire, il joue un peu le même rôle, où l'apparence compte pour beaucoup. Oui, alors, pour l'amender un peu plus de ma part, il est donc intimidant et impulsif, excessif. C'est un homme qui est capable de dépasser les bornes et il le fera bien. Donc, un homme d'action, avec de bonnes références pour faire la révolution, parce qu'il devient avocat de la bourgeoisie moyenne de province, un homme instruit, bien instruit, touché par les Lumières, instruit par les prêtres oratoriens, qui sont des libéraux de l'Église. Donc il est fait pour faire la révolution, mais ce n'est pas un idéologue. Il est même le contraire d'un idéologue, c'est un homme de cœur. Tout ce qu'il fait, c'est son cœur qui le pousse à le faire. Si je peux juste... il y avait quelque chose dans un livre que j'ai fait sur ce monsieur, qui l'exprimait, je pense, pas mal. Si on
on lui avait demandé pourquoi il fait la révolution, au début, il était sur le point de pourquoi il était sur le point de se lancer dans l'inconnu, il aurait peut-être expliqué, en ce moment précis, c'est-à-dire au début de la révolution, que c'était parce que ça lui chantait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va passer devant lui une immense vague. Il se lance dessus, vague révolutionnaire, vague anti-pouvoir absolu, anti-monarchie. Il voit passer devant lui cette immense vague, il se lance dessus et il nage. Ça, c'est son début dans la révolution. C'est pour souligner que ce n'est pas un idéologue comme ceux qui vont l'opposer, Robespierre, etc. Et enfin, là je comprends bien, vous pensez donc que c'est un instinctif de la révolution. Est-ce que c'est comme vu M. Guénifré ou pas utopiste non, pas tout à fait. C'est-à-dire que je pense, au fond, il n'est pas différent des gens de sa génération. Il est né donc, en 1759, vérification faite, la date de naissance est certaine. Il a l'âge de la génération qui va faire la Révolution française. Il a 30 ans en 89, c'est un peu l'âge moyen des révolutionnaires, il est contemporain de Robespierre, de Louis XVI à quelques années près, il est un petit peu plus jeune, etc. C'est tous un peu la même génération. Alors ils se distinguent en effet par un tempérament il a plus de force en lui que les autres. Mais il ne faut pas oublier qu'il est comme les gens de sa génération, il n'est pas révolutionnaire. Ils ne sont pas nés avec l'idée qu'ils allaient faire la révolution. Et en 89 encore, ils n'ont pas l'idée qu'ils vont faire la révolution. Ceux qui sont élus, ce n'est pas son cas, aux États généraux, ils arrivent à Versailles pour réformer l'État, pour trouver une solution au problème des caisses publiques vides. Le problème des finances publiques, c'est un problème que les Français connaissent bien. Et ils viennent à Versailles pour ça. Tous les gouvernements de la monarchie ont échoué à résoudre les problèmes de l'État, de la société, de la politique. Donc le roi fait appel aux Français pour trouver eux-mêmes la solution. Et à ce moment-là, ces gens n'ont pas d'idée encore qu'ils vont faire la révolution. Et lui va être dans le même cas. Alors la différence entre lui et les autres, c'est que lui précisément ne fait pas partie de cette génération qui entre en politique en 1789 avec un esprit de réforme, une volonté de réforme, qui va se transformer très rapidement en projet révolutionnaire. Et donc d'emblée, il va faire le choix du camp le plus radical, parce que précisément, il n'a pas eu de place aux États généraux, c'est-à-dire là où se prennent les décisions. Et il va être dès lors du parti de la surenchère, c'est-à-dire de ceux qui poussent à la roue pour contester ceux qui se trouvent déjà en place et bien sûr prendre la place. Alors, est-ce qu'il y a une part de conviction dans tout ça? Moi, j'en doute. Bon, c'est un avocat, comme il y en a en France des milliers à l'époque. Vous savez, le grand problème social à l'époque, c'est le nombre des avocats. Les avocats qui sont sans clientèle, capables de les faire subsister, de les faire vivre. Lui n'est pas le plus mal loti parce qu'il a décroché une place au Conseil du roi et il semble qu'avant la Révolution, il a des revenus plutôt confortables. Il s'en sort plutôt bien par rapport à tous les avocats qui meurent de faim dans Paris à cette époque et qui vont fournir les gros bataillons de la Révolution. Il s'en sort plutôt bien et c'est probablement de cette situation plutôt favorable que naîtront très vite les premiers soupçons non seulement sur sa probité, mais sur ses liens politiques. Parce qu'on se demandera très vite comment cet avocat qui, avec la Révolution, a sacrifié des revenus confortables, quel intérêt il a trouvé dans cet événement. Et c'est là que naîtront les soupçons. Alors c'est un avocat comme les autres, plutôt mieux loti, instruit, c'est vrai, ça je suis d'accord avec vous, on l'a longtemps dit tout à fait ignorant, et ça il semble que c'était faux. Il avait une culture, plutôt une bonne culture d'époque, mais c'est une époque très cultivée. Alors si on le compare par rapport à ses contemporains, il est sûrement moins cultivé qu'eux. Si on compare à Mirabeau, là on n'en parle même pas, il y a un gouffre entre eux, mais si on compare à Mounier, à Barnave, qui sont comme lui des avocats, il a
apparaît plutôt comme quelqu'un plutôt bas de gamme au niveau de l'instruction. Et il va se jeter dans la révolution parce que, comme beaucoup de ces gens qui vont prospérer dans le chaudron parisien, il y voit une opportunité d'influence, de carrière, probablement de faire fortune aussi. Et il aura une phrase que là je ne vais pas citer, qui est très connue. Il dira « J'ai vu passer l'avalanche, je m'y suis jeté ». Ça résume un peu son engagement, dans lequel la part de l'idéal est sans doute très minime, même si, il est comme tout le monde, ils sont tous des enfants des Lumières, donc ils croient tous à la liberté, à l'égalité civile, au fait qu'on diminue l'influence de l'Église. Ils ont tous les mêmes idées, tout le monde, même à la cour, tout le monde a les mêmes idées, même Louis XVI a les mêmes idées. Et donc là-dessus, il n'y a pas de différence de libéraux, de moins libéraux. Ils sont tous libéraux. Vous savez que même Joseph de Maistre, qui va devenir le philosophe de la réaction, avouera que dans sa jeunesse, lui aussi, avec Rousseau, s'est enthousiasmé pour les idées démocratiques et philanthropiques. Voilà ce que je voulais dire en tout cas sur le cas. Alors, impulsif, avec une voix pour aller avec, son talent unique dans la Révolution, c'était d'avoir une voix qui faisait trembler les poutres. C'était entendre parler d'antan, c'est entendre battre le cœur de la Révolution. Il s'installe donc comme avocat sur la rive gauche à Paris, ce qu'on appelle maintenant le quartier latin, où il y a chaque quartier de Paris a sa assemblée, une sorte d'assemblée locale, un club, comme ça. Et là, les gens de ce quartier se réunissaient dans un ancien couvent ou abbaye qui s'appelle, c'était les moines des Cordeliers. Et cette assemblée locale, il s'appelle les Cordeliers. Et avec son physique et sa voix, il devient le chef des Cordeliers. Alors, les Cordeliers, c'est les plus brillants de tous les éléments révolutionnaires à Paris, sans vraiment savoir ce qu'ils voulaient. Simplement, ils voulaient changer. Ils voulaient réformer, mais réformer quoi exactement? Lui était au début, ce qu'il avait en tête d'antan, c'était la réforme, oui, mais lesquelles, et une monarchie constitutionnelle. C'était d'arrêter quand même le pouvoir absolu du roi. C'était un principe de toute la Révolution et surtout des Cordeliers. Et puis, les Cordeliers, étant très bouillants, ils avaient des gens, des journalistes, des hommes de la littérature, du théâtre. Donc, leur voix était très attendue. Il y avait son meilleur ami, son bras droit, c'est Camille Desmoulins, qui écrit très très bien et qui crée des journaux plus révolutionnaires que l'esprit de Danton même, l'esprit de Camille. On disait que, c'est Robespierre qui disait de ce couple-là que Camille écrit et Danton mugit. C'était un peu ça. Et le peuple était très vite conscient de ce qui se passait chez les Cordeliers. C'était pour placer ce qui se passait à Paris à ce moment-là. Oui, je crois qu'il y a sur les Cordeliers. Bon, les Cordeliers, c'est le quartier de l'Odéon. C'est à Paris, c'est le 6e arrondissement. À l'époque, les loyers étaient moins chers qu'aujourd'hui. Et donc, c'était encore un quartier un peu populaire.
Et puis c'était le quartier des imprimeurs. Et donc avec la liberté de la presse en juillet 89, des dizaines de journaux se sont fondés dans quelques jours. Et la plupart, comme les imprimeries étaient là, dans ce quartier-là, la plupart des journalistes se sont installés là. Donc, Marat habite le quartier l'Odéon, ils sont tous là, Guillaume Varenne, Collot d'Herbois, ils sont tous à cet endroit-là. Et vraiment, c'est le cœur du Paris révolutionnaire. Et puisqu'il y a deux grands clubs, il y en a plein en fait, mais deux grands clubs à Paris, le club des Cordeliers va toujours être plus populaire que le club des Jacobins qui est installé près de l'actuelle place Vendôme. Et il y aura toujours une différence entre ces deux clubs. Et les premiers vraiment, la première fraction vraiment extrémiste de la Révolution, plus à gauche de la majorité des révolutionnaires, s'installe au Cordeliers où effectivement, comme vous dites, Danton va s'imposer par son verbe absolument incroyable. Bon, ceci dit, il n'est pas le seul parce qu'il y a à l'époque un autre orateur, qui sans doute est un plus grand orateur que lui, c'est Mirabeau. Mais Mirabeau n'a pas probablement pas la... Comment dire, on disait Danton c'est le Mirabeau de la canaille. Et c'est assez juste. C'est-à-dire que Mirabeau a une éloquence plus policée, plus intellectuelle aussi, mais capable d'entraîner. Et ça explique probablement le fait que Mirabeau était là, a empêché Danton de devenir un premier rôle de la Révolution pendant 2 ans. Parce qu'on voit que Danton ne prend son essor que quand Mirabeau est mort. Il fallait que Mirabeau, le grand orateur de l'époque, laisse la place pour que Danton puisse s'imposer. Parce que pendant 2 ans, il est quand même il est à la marge de la Révolution. C'est un radical, il est de toutes les manifestations. Enfin, il n'est jamais là d'ailleurs, parce qu'il prépare, il parle, et quand le danger arrive, il s'en va. Et il réapparaît quand le danger est passé. Oui, il n'était pas seul, Robespierre faisait exactement la même chose, il n'est jamais là quand ça chauffe vraiment. Et Danton était quand même un grand spécialiste pour ça, on ne l'a jamais vu dans un moment de danger réel. Et donc il est quand même à la marge, il est le chef de ceux qui font de la surenchère, il défend, alors au Cordeliers, ils ont quand même une sorte de projet, très suspect d'ailleurs, qui consiste à la fois défendre l'autonomie municipale parisienne contre l'Assemblée nationale et le roi, c'est-à-dire, au fond, ils reprennent l'esprit qui avait été celui de la Ligue catholique au XVIe siècle. C'est un peu la même chose. Et puis un républicanisme de la démocratie directe contre le régime représentatif. Et ils contestent, donc ils combattent aussi bien la Cour et l'Ancien Régime que l'Assemblée révolutionnaire, qui sont leurs deux cibles. Ce qui les a fait suspecter en réalité d'être des agents de la Cour. Ou sinon des agents de la Cour, des agents peut-être une fraction de la Cour qui était le duc d'Orléans. Et il est très probable, moi c'est en tout cas ma conviction, que Danton commence dans la Révolution comme un agent en effet du duc d'Orléans et le restera jusqu'au moment de la mort du roi. Et que toutes ces actions plaident en faveur de ce sens, c'est-à-dire remplacer la branche aînée des Bourbons par la branche cadette. Et je pense que les Cordeliers sont en fait un club ou un groupe dont une partie des membres sont des agents orléanistes. Ça me paraît plus que plausible, même si on n'a aucune preuve définitive de ce fait. Duc d'Orléans, je ne pense pas, pour moi, vous dites que Danton est un agent du duc d'Orléans. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il fait sa réputation chez les Cordeliers, mais aussi au Palais Royal, qui c'est les terres, le parc assez luxueux du duc d'Orléans au centre de Paris. Et c'est là où on faisait des discours. Au début de la Révolution, les grands discours étaient là. Il fallait être là si on voulait parler, si on voulait animer les gens. Et c'est là où Danton a fait ses premiers grands discours. C'est là où le duc d'Orléans regardait de son balcon ce qui se passait, parce que le duc d'Orléans était par
révolutionnaire, mais il voulait changer les choses, il voulait être roi. Donc on a le duc d'Orléans sur son balcon qui écoute ces tribuns. Et de là, on fait l'amalgame entre Danton et le duc d'Orléans. Il est tout à fait possible que le duc Danton a accepté même de l'argent du duc d'Orléans, mais pas pour sa propre poche. C'était coûteux, ça coûtait cher de mener les cordeliers. Il y avait l'ombrement, il y avait tous les posters, il y avait beaucoup de dépenses. Et là, pour moi, il a peut-être utilisé de l'argent du duc d'Orléans pour faire ça, mais pas pour mettre dans sa poche. On l'accuse d'ailleurs longtemps, à peu près de partout, de la pire corruption pour l'argent, et je pense que c'est pratiquement toujours faux. C'est un homme qui vivait dans un appartement modeste à Paris, qui ne montrait jamais de signes de luxe. Mirabeau, en revanche, avait une très grande maison à Paris et il se baignait un peu dans le luxe à Paris. Ce n'est pas le cas d'Anton, mais on peut très bien voir ce qui s'est passé là. Les gens qui l'accusaient de corruption, d'être un homme d'argent, c'était ses opposants. Tout le monde avait sa propre idée de comment faire la révolution. Donc, on disait du mal de l'autre pour avancer son point de vue. On n'a pas vraiment d'évidence ni de fait là-dedans. Mais pour moi, ce n'est pas un homme qui a été d'argent, ni pas l'agent du duc d'Orléans. Mirabeau a essayé de le corrompre, ça c'est sûr, il a essayé. Il y avait une réunion assez extraordinaire entre les deux hommes, et il me semble, selon tout ce qu'on a dit après, parce qu'il n'y a pas de notes là-dessus, il n'y a rien de sûr là-dessus, mais il me semble que Danton a résisté. Bon, je ne suis pas convaincu, bien sûr. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote brève. C'est en 1792, Louis XVI reçoit d'un de ses ministres un projet pour corrompre des députés dans l'Assemblée. Et Louis XVI répond, il dit: on a suffisamment payé comme ça depuis 3 ans, pour le résultat que ça a produit, c'est pas la peine de continuer à verser de l'argent. Donc ça veut dire que des quantités d'argent phénoménales ont été répandues parmi les révolutionnaires. Et on sait bien que l'argent et la politique ont partie liés. Alors il est quand même très vraisemblable que ces liens de proximité avec le duc d'Orléans n'ont pas été sans contrepartie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le duc d'Orléans lui-même, probablement n'a pas vraiment d'ambition. Le duc d'Orléans, il est épuisé par ses maîtresses, il n'a pas la force d'avoir des ambitions politiques. Mais autour de lui, son entourage en a pour lui. Et notamment un grand écrivain, l'auteur des Liaisons dangereuses, Choderlos de Laclos, qui est un peu l'âme d'année du duc d'Orléans, a pour lui des grands projets de monarchie, parce que Choderlos de Laclos se voit en connétable d'un futur roi. Et Choderlos de Laclos est très lié avec Danton. Tout ce monde-là se connaît, parce que Laclos fréquente les cordeliers, etc. Et forcément, l'argent a circulé. Alors ensuite, comment l'argent est utilisé? On n'en sait rien. On a eu un ancien président qui n'avait jamais d'argent, il avait toujours quelqu'un. Quand il se promenait sur les quais pour aller acheter des livres, il n'avait jamais d'argent dans ses poches. Mais il y avait toujours Roland Dumas derrière lui, qui avait des poches bourrées de liasses d'argent et qui payait. Ça marche comme ça. Et je pense qu'à l'époque déjà, ça marchait comme ça. Et au fond, et je terminerai là-dessus sur ce point,
nier la corruption de Danton, c'est au fond le rapetisser. Et il y a une réflexion d'Edgar Quinet, que je trouve très juste. Quinet n'aimait pas les terroristes dans la Révolution française. Il aimait Danton d'ailleurs. Il aimait les révolutionnaires modérés, mais il n'aimait pas ceux qui avaient fait couler le sang. Mais il disait surtout, ne leur retirez pas leurs crimes. Parce que si vous leur retirez leurs crimes, vous leur retirez ce qu'il y avait de grand en eux. Et les défauts de Danton font partie de sa grandeur. Parce qu'un Danton honnête, c'est-à-dire un Danton qui serait Robespierre, bah, c'est plus Danton. Il faut que Danton soit Danton. On va peut-être pas épiloguer sur ce sujet-là. Et sur la corruption, parce que, bon, je répète que où sont les signes de la corruption de Danton? Tout ce qu'il a fait, il vivait modestement, mais bien, c'était un homme qui aimait bien la bonne chair et le bon vin. C'était un bon vivant, mais pas plus que ça. Ce qui faisait vraiment la révolution quand même, et il a payé cher pour cela, c'est-à-dire de sa vie, il a tout le temps, il est rentré chez lui en province, à Arcis-sur-Aube, que Balzac décrit comme le cœur de la France profonde, pour acheter des petites terres qui entouraient la maison familiale. Vraiment des petites terres, des bouts de bois, des acres ça et là. Et c'est le seul signe de dépense d'argent Danton pour la Révolution. Mais c'est quand même, c'est pas ça, c'est moi je trouve que Danton est un bon par rapport au mauvais, si vous voulez. Donc c'est un parti pris de ma part. Pourquoi un bon? Parce que c'est un humaniste, c'est un homme de cœur et qui voit que les idéologues, c'est l'intolérance. Donc, un homme d'action qui, au départ, a une idée, les idées commencent à se clarifier dans sa tête sur cette vague ou une nage, et c'est une monarchie constitutionnelle. C'est ça qu'il pense, c'est la solution à tout, un peu comme en Angleterre. Malheureusement, le roi fait en sorte que ça devient très difficile à réaliser. Parce qu'il y a cette, si on peut continuer un peu dans la procédure de la musique. On a bien vu à travers vos différentes interventions. J'avance un peu. Oui, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur le fond de la personnalité de Danton. On a pu cerner à travers vos interventions un certain nombre de traits de sa personnalité, son tempérament fouilleux, son côté opportuniste, pragmatique, on compte parmi ses contempteurs. On va désormais, vous avez déjà mentionné un petit peu cette tradition d'éloquence, ces discours qui sont prononcés dans les différents clubs, les Cordeliers, les Jacobins. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse au contenu des interventions de Danton, notamment parmi les députés. Alors c'est quelqu'un qui occupe, on ne va pas faire toute la liste des fonctions qu'il occupait, mais c'est d'abord un élu parisien. Ensuite, c'est quelqu'un qui devient ministre de la Justice, qui est dans le comité de salut public, qui occupe un certain nombre de fonctions prépondérantes. Et donc il y a, à mon sens, deux choix majeurs parmi les positions de Danton. Il y a d'abord le choix, avec le fameux discours de septembre 1792, de la guerre contre la Prusse, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller sur le front en Belgique, etc. Et puis il y a le vote de la mort du roi. Alors c'est pas quelque chose visiblement qu'au départ vous prévoyez. Je voudrais commencer sur la sélection. Alors, bon, d'abord il a une spécificité qui le met dans une catégorie minoritaire des révolutionnaires. C'est un improvisateur génial. Il n'écrit pas ses discours. Or, dans la Révolution, c'était un peu la tradition, tout le monde fait comme ça, on lit son discours. Donc les gens montent à la tribune et lisent un discours qu'ils ont rédigé.
lui improvise. Alors, ils ne sont pas très nombreux, il y a Mirabeau, Barnave est un improvisateur génial, ils ne sont pas très nombreux, donc ça a une conséquence, c'est que vers le haut, on ne sait pas ce que Danton a réellement dit, parce que Danton ne laisse pas de discours écrit, il parle, il s'exprime. Donc on dépend, pour savoir ce qu'il a réellement dit, de ceux qui ont pris en note, en sténo, ses propos. Et qui l'ont fait de manière très diverse. Donc pour chaque discours de Danton, il y a beaucoup de versions différentes, et probablement la transcription fait qu'on perd l'essentiel qui captivait les auditeurs et qui les entraînait. Et parce que l'éloquence ne peut pas être liée à un discours écrit, ça c'est absolument impossible. Et l'éloquence est spontanée, parce que c'est non seulement suivre ce qu'on a à dire, mais c'est réagir à l'attitude de la salle. Et souvent, Danton est interrompu, contesté, insulté, et il repart à l'attaque. Il avait le génie de la tribune. Il ne s'explique pas, c'était en lui comme d'autres députés. Alors, le deuxième point là-dessus, c'est qu'il a fait ses armes dans les clubs, c'est-à-dire avec un public particulièrement difficile à mater. Alors que parler devant des députés, c'est beaucoup plus facile au fond, parce qu'on parle à des gens de son milieu. C'est comme Bonaparte qui aimait surtout s'adresser à des militaires. Les militaires ne contestent pas quand on leur parle, ils se taisent, ils sont interdits. Mais alors que parler dans un club, là il faut vraiment des nerfs, il faut de la voix, il faut y aller. Alors ça a été une école formidable, que n'a jamais maîtrisé par exemple Robespierre. Robespierre a une voix grêle, il lit ses discours, il n'a jamais rien improvisé, sauf le dernier jour en disant président d'assassin, s'il n'a pas mené loin, puisqu'il a été guillotiné dans la foulée, mais il n'a jamais maîtrisé cet art-là. Et ensuite, quand il arrive à la Convention, bien sûr, Danton va être l'un des orateurs les plus brillants, avec des interventions marquantes. Je crois que ma préférée, c'est celle de mars 93, alors bien sûr, il y a le discours sur la mobilisation, la levée en masse, de l'audace, toujours de l'audace. Ensuite, il y a un très grand discours pour faire instituer un tribunal révolutionnaire en mars 93. Il y a d'autres grands discours. Il y a, à la fin de 93, lorsqu'il fait alliance avec Robespierre contre l'extrême gauche et Bertis, il y a ces discours contre les mascarades anti-religieuses. Dans les processions dans Paris, on mettait les curés sur des ânes pour les faire défiler dans Paris. Et là, Danton a aidé Robespierre à donner un coup d'arrêt à la politique anti-religieuse. Et il prononce un très bon discours fin novembre 93 contre les mascarades, où il fait l'éloge d'Henri IV. Et c'est là où on va penser que son projet est d'arrêter la Révolution, ce qui finira par le conduire à sa perte. Donc, quelques très grands discours. Sur le procès du roi, c'est probablement il y a deux périodes très ambiguës, trois périodes très ambiguës dans sa carrière à la Convention. D'abord la trahison du Dumouriez. Il est mêlé, enfin en tout cas, on l'associe à la trahison du Dumouriez et il a le plus grand mal à s'en tirer. On dit que lorsqu'il a fait proposer le tribunal révolutionnaire à la suite d'une nouvelle émeute, en fait il avait provoqué l'émeute pour justifier un coup d'État de Dumouriez contre Paris. Ça semble faux, mais il a beaucoup de mal à se tirer de ça. Il y a ensuite son rôle, ou plutôt avant, il y a eu son rôle lors des massacres de septembre, et là il est à peu près certain qu'il a trempé dans l'organisation des massacres de septembre, donc au moment de la levée en masse, et puis il y a son attitude au moment du procès du roi, où il aurait été approché par des partisans du roi, pour organiser son évasion ou pour organiser un vote favorable au roi. Et il aurait, non pas pour de l'argent d'ailleurs, il aurait proposé 1 million, qu'il aurait bien évidemment accepté, mais on dit qu'en fait il envisageait de vraiment travailler à sauver le roi. Il reste favorable à la monarchie constitutionnelle, même après la proclamation de la République, à laquelle il a contribué. Et il aurait bien voulu faire avec une alliance avec la gauche et avec une alliance avec les Girondins. Mais lorsqu'il s'est aperçu que les Girondins étaient divisés, les uns voulant la mort du roi, les autres la prison pour le roi ou son exil, alors il a décidé qu'il n'y avait rien à faire et il a donc voté la mort du roi, mais sans conviction. Et il s'est arrangé d'ailleurs pour être envoyé en mission pendant le procès, pour ne pas être là et ne pas avoir à prendre position.
Si bien qu'il est rentré à la veille du vote, il a voté la mort, basta, sans s'être mêlé plus ou moins plus avant que cela des controverses. Voilà ce que... Peut-être je me corrige un tout petit peu. J'ai dit, pour moi, Danton était un bon, foncièrement bon. C'est vrai, mais quand même avec plein de défauts. Voilà. Ces discours, évidemment, exceptionnels. Parce que d'abord, tonitruant et puis riche, parce que c'est un homme qui, je dis instruit, il a énormément lu, il a une mémoire photographique, ce qu'on appelle photographique, je pense, où il peut réciter surtout tous les discours de Cicéron, et qui était l'orateur du peuple, et il prend Cicéron comme modèle, jusqu'à se modeler sur sa manière de se conduire, Cicéron, sa manière de parler. Puis Cicéron, pour l'anecdote, Cicéron faisait des exercices assez durs tous les matins parce qu'il pensait que ça aidait les poumons, ça aidait à se prononcer. Et Danton aussi, il était très sur le plan physique, il nageait beaucoup, autant que possible, il faisait des exercices et il se modelait sur Cicéron. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas assez de texte des discours de Danton, parce que c'est quelque chose qui manque à l'histoire de l'oration. Les textes, pourquoi il n'y avait pas de texte? Parce que, comme Patrice a dit, il n'avait pas de texte. C'était totalement spontané. À cause de cette mémoire photographique, il pouvait faire ça. Il savait ce qu'il voulait dire à peu près, et il avait des références un peu partout qu'il pouvait reprendre comme ça dans ses discours. Donc, discours riches, et qui ont été tronqués par ceux qui prenaient les notes, je ne sais pas comment on les appelle exactement, mais les notes, il y a des notes sur les discours des Cordeliers, les discours qu'il a fait aux Jacobins aussi, au club des Jacobins, mais je pense que ça a peu de choses à voir avec la richesse de ces discours. On a commencé à parler du roi et l'attaque, surtout l'attaque le 10 août 92, l'attaque sur les Tuileries. C'est lui qui organise ça. Il ne se met pas en danger, c'est vrai, mais il organise l'action. Et c'est cette action qui est le début de la République, le vrai début de la République, quoique il ne voyait pas exactement comme ça, où le roi est détrôné, chassé des Tuileries, prisonnier de la Convention. C'est lui qui organise tout ça, d'abord par les discours du départ, et puis ensuite, carrément, par l'organisation, il organise, il défait la commune de Paris, qui gouverne Paris, qui n'était pas d'accord avec lui, qui était beaucoup trop modéré dans ce qu'il faisait à l'époque. Il le remplace par une commune insurrectionnelle qui prend le pouvoir à Paris. Et tout ça, c'est Danton.
Après vient le vote sur l'avenir du roi. Il ne veut pas que le roi soit décapité, il ne veut pas. Mais, comme sur cette vague, il se dit, si je ne peux rien faire pour l'éviter, je vais dire oui. Il dit ça même à quelqu'un qui est passé chez lui, un royaliste qui essaie qui fait quelque chose pour sauver le roi. Il dit exactement ça. Je vais faire ce que je peux, et si je ne peux rien faire, je vais dire oui. Donc, il est accusé après d'avoir été un régicide. Évidemment, là, il a donc dit oui avec la majorité de la Convention. On est arrivé là dans ce... Oui, mais ça prouve le fait que, voilà, il ne veut pas la mort du roi, mais il dit, bon, si la majorité semble pencher pour la mort du roi, ben, je voterai la mort du roi sans la vouloir. Donc ça prouve tout simplement que c'est un homme qui n'a pas de politique. Parce que celui qui a une politique à ce moment-là, c'est Robespierre. Au nom d'un argument très simple, très politique et très fort, il dit, voilà, soit vous tuez le roi, soit vous ne le tuez pas. Mais si vous ne le tuez pas, alors ça veut dire que vous déclarez que le peuple qui l'a renversé est coupable. Et en révolution, il faut choisir. Qui est coupable? L'ancien régime que nous avons renversé ou nous qui l'avons renversé? Et la mort du roi sera au fond une déclaration publique. Et donc Robespierre a une politique. Robespierre ne croit pas non plus à la République, personne ne croit à l'époque. Simplement, les circonstances ont fait que la monarchie a été renversée. Dès lors, il faut trancher et essayer d'ouvrir une voie d'avenir pour éventuellement un jour sortir de la Révolution. Or, Danton, lui, il a une politique flottante, au gré des conjonctures, au gré de ses amitiés aussi. C'est un bon point pour lui. C'est un homme qui n'arrive pas à sacrifier ses amis. Ça va lui coûter très cher. Parce que beaucoup de députés, Fabre d'Églantine, etc., qui sont des corrompus, vont l'entraîner dans leur chute. Mais c'est un bon point, mais en même temps, en politique, si on ne sait pas sacrifier ses amis et rompre avec ses amis, alors on n'est pas fait pour faire de la politique, on veut faire autre chose. Et alors, face à Robespierre, il est l'homme qui n'a pas de politique. Robespierre, lui, a une politique, il sait ce qu'il veut. Et il sait analyser froidement une situation et trancher dans le vif. Quoi qu'on pense d'ailleurs de ce qu'il a fait, de ce qu'il voulait faire. Mais au moins, il y a une politique. Danton, il flotte. C'est un orateur génial, mais il flotte au gré des circonstances. Et quand les choses se gâtent, il s'en va, il va se reposer à Arcis-sur-Aube. En plus, sa femme va mourir, il va en épouser une à 16 ans, alors forcément, elle a la moitié de son âge, alors il va avoir autre chose à penser qu'à la politique pendant quelques temps. Donc il a quand même une sorte, dans sa force physique, d'orateur, etc., chez lui, il y a une grande faiblesse pour une époque pareille qui est propice aux hommes forts et aux hommes qui ont une volonté très forte, ce qui était le cas de son ami, entre guillemets, et de son futur grand ennemi, Robespierre, il me semble-t-il. Donc, il ne veut pas tuer le roi, mais il veut quand même éliminer la monarchie à ce moment-là. C'est pour cela qu'il organise l'attaque sur les Tuileries le 10 août. Parce que le roi a trahi la France. Comment le roi a trahi la France? C'était la fuite à la reine pour rejoindre ceux qui veulent défaire la révolution, ceux qui veulent remettre le roi sur son trône, ceux qui veulent retourner carrément à l'ancien régime, qui est impossible pour Danton à ce moment-là. Et de toutes les façons, Danton, ce n'est pas vraiment même la monarchie qui le concerne le plus là. C'est l'invasion qui est en train de se faire sur les frontières de la France.
les armées d'Autriche et de la Prusse qui sont en train d'envahir. C'est ça qui est le plus important pour lui. Ce qu'il faut arrêter, et c'est ça qui le distingue de Robespierre dans sa manière de voir les choses. D'abord, il faut arrêter l'ennemi, l'invasion. Sinon, notre révolution est de toutes les façons foutue, si je peux dire. Tandis que Robespierre, il s'éternise sur les ennemis de l'intérieur. Il faut arrêter les ennemis de l'intérieur, et il ne voit pas vraiment du même œil le danger qui vient de l'extérieur. Ça, c'est l'homme pratique qu'on entend, qui voit que si l'invasion réussit, il n'y aura plus de révolution. Et donc, ça, c'est la première chose. Il y a des priorités dans cette révolution à ce moment-là que Danton voit mieux que tous les autres. Et il agit. Ce discours, ce fameux discours de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, ça c'est le cœur de cette action qu'il mène, parce qu'après il y a la levée en masse, tous autant que possible de jeunes Français vont rejoindre l'armée, vont à la frontière, et dans assez peu de temps, l'invasion est arrêtée, miraculeusement, on dirait, à Valmy, bataille de Valmy. Personne ne s'attendait à ça, mais c'est un fait. Et le duc de Brunswick, le commandant des armées de l'invasion, part comme cela pour. Il n'aimait pas le cas de la bataille qui était proposée, et il part. Et l'invasion, miraculeusement, je répète, s'arrête là pour l'instant, juste pour l'instant. Ce qui fait que Danton est d'autant plus prestige, d'autant plus fort. Et là, il mène la révolution. Pratiquement sans contestation à un moment donné. Il est ministre, au départ, il est ministre de la Justice, qui fait de lui, dans le gouvernement provisoire révolutionnaire, ce qui fait de lui le chef, au fait, parce qu'il est, l'homme qui a le plus de personnalité là-dedans, qui fait le plus de bruit. Et puis après, quand il veut trouver un moyen de gouverner qui est beaucoup plus efficace que cela, avec la création du comité de salut public. Et je pense que j'avance encore un petit peu. Qu'on va aborder encore une fois dans la dernière partie, mais juste, je rebondis sur vos propos. Donc vous avez abordé le fameux discours sur de l'audace, etc., Valmy à la confrontation avec le duc de Brunswick. Est-ce qu'il est vous disiez que Danton était fluctuant, n'avait pas de vraie politique par rapport à la Chambre des lois. Est-ce que, selon vous, sur cette question de l'invasion, il a eu une vraie politique? Et après, on passe à la ce que dit David. C'est-à-dire que, bon, c'est pour ça que la Troisième République attend l'aîné. C'est qu'à ce moment-là, il prône l'union nationale contre l'envahisseur étranger. Alors que Robespierre est toujours dans une logique révolutionnaire, priorité au combat contre les ennemis de l'intérieur. Alors, on ne peut pas dire qui a raison en l'occurrence, parce que si vous faites la comparaison avec... est-ce que Staline en 1937 a raison de liquider l'encadrement de l'armée rouge ou pas? Alors que Staline sait que les Allemands vont attaquer tôt ou tard. Probablement Staline a fait le bon choix en liquidant l'encadrement de l'armée rouge, parce que ça lui a permis d'avoir au moment de l'invasion allemande une armée vraiment révolutionnaire, soumise au pouvoir politique, qui, quelle que soit la tournure des événements, serait restée de son côté. Et je pense que Robespierre, il fait le même choix. Dans une période révolutionnaire, il faut d'abord liquider à l'intérieur
tout ce qui peut représenter une menace politique. Mais Danton fait un choix, bien sûr, plus admirable d'un point de vue moral. C'est vrai. Mais comme vous dites, le problème, c'est que cet appel à la mobilisation générale n'a eu de suite favorable que grâce à une sorte de miracle qui est l'interruption de l'offensive prussienne à Valmy. Et Valmy, comme tous les miracles, c'est quand même un peu suspect. Et il y a deux grandes explications. Parce que l'armée de Valmy est absolument incapable de gagner la moindre bataille. C'est une armée sans organisation, sans discipline, sans habitude du combat. Une armée qui va devenir une armée exceptionnelle, mais seulement avec l'expérience quelques mois plus tard. La première explication, c'est que Brunswick et Kellermann, le général français, appartenaient à la même loge maçonnique et qu'ils se sont, entre maçons, entendus sur l'issue de la bataille. Et l'autre hypothèse, Danton est impliqué, mais elle paraît quand même assez peu vraisemblable, c'est que Danton aurait été mêlé au vol des bijoux du garde-meuble, l'équivalent de 7 tonnes d'or volés à Paris, place de la Concorde, quelques jours après la chute du trône, et que Brunswick aurait été payé en diamants avec une partie du butin. On n'a jamais eu la preuve. Ce qu'on a eu la preuve, c'est qu'effectivement, on a retrouvé des diamants dans la succession de Brunswick lorsqu'il est mort plus tard, des diamants de la Cour. Donc il y a une sorte de miracle qui a au fond validé rétrospectivement la stratégie, la politique de Danton pendant l'été 92, mais il n'est pas sûr que là encore c'était une politique très profonde. Il a fallu un petit coup de pouce pour que ça marche. On a du mal à voir pourquoi Brunswick, donc duc de Brunswick, grand prince de l'Allemagne avec énormément de terres et de richesses, changerait les objectifs politiques de son pays pour quelques barres d'or. Ça fera peut-être l'objet d'une motion du public, mais on va devoir passer à la troisième partie. Oui, alors justement, je vais reprendre ce que vous avez dit sur Valmy. Vous avez donné deux raisons, enfin, de spéculation, d'hypothèses. Là, enfin, je vais me permettre d'en donner une troisième, qui permettra qu'on parle de l'apogée. C'est les massacres de septembre. Est-ce que finalement, Valmy, ça a été la victoire française parce que Danton a expliqué à la Prusse que finalement, il y avait eu les massacres de septembre qui ne contrôlaient plus le peuple révolutionnaire et que si Brunswick arrive à Paris, le roi allait être tué. Est-ce que ça ne peut pas être une hypothèse plus probable que les diamants? Est-ce que Brunswick vraiment va prendre des diamants plutôt que la vie du roi? Non, je crois un accord d'abord entre les généraux, parce qu'effectivement ils sont membres de la même loge. Brunswick a mauvaise réputation à cause de son manifeste contre Paris, où il menaçait Paris de destruction totale. Mais Brunswick est un homme des Lumières. D'ailleurs, au début de la Révolution, certains avaient pensé faire de lui un nouveau roi de France. C'est-à-dire faire quelque chose à l'anglaise, liquider, évacuer les Bourbons incapables et fonder une monarchie avec une nouvelle dynastie. Et je ne sais plus quel révolutionnaire, c'était Rabault Saint-Étienne, disait à nouvelle monarchie, nouvelle dynastie. Et ils avaient pensé à Brunswick, qui était un prince tout à fait éclairé. Donc je crois un accord entre les généraux et un accord lié en fait aux dissensions entre Prussiens et Autrichiens. C'est-à-dire que les Prussiens ne voulaient pas avancer vers Paris parce qu'ils ne voulaient pas servir la soupe aux Autrichiens. Tout simplement, ça c'est quelque chose qu'on reverra dans les guerres. C'est-à-dire entre alliés, c'est toujours compliqué. Les alliés craignent toujours que ce soit l'autre qui retire le bénéfice de la victoire que l'on remporté. Donc c'est plutôt quelque chose comme ça qui a sauvé et Paris et Danton en l'occurrence, mais pas seulement Danton, tous les révolutionnaires. Mais pourquoi le retournement ensuite, quand les armées de la coalition se sont retournées contre l'armée française? Pourquoi ils n'ont pas laissé l'armée française continuer? Si vraiment Brunswick était contre. Ne pas vouloir arriver à Paris, ça ne veut pas dire vouloir laisser les Français poursuivre leur contre-offensive. Pourquoi ne pas les avoir arrêtés à la frontière? Si vraiment c'était un accord entre les généraux. On peut empêcher la prise de Paris, parce que Paris, en France, on peut prendre n'importe quelle ville, ça n'a aucune importance. L'important, c'est parce
parce que c'est un pays centralisé, si Paris tombe, il n'y a plus rien. Tout tombe. C'est le symbole de la France. Et les Allemands, encore en 1940, le sauront bien. Ils ne vont pas sur Bordeaux, ils ne vont pas tenter sur Paris-Brest ou de Rouen. Non, c'est Paris. Marcher sur Paris, parce que quand on prend Paris, on prend l'État. Et si on prend l'État, on a la France tout entière. Ça a été d'ailleurs le cas dans toute l'histoire. Oui. Plusieurs invasions de Paris pour cette même raison. Parce que prendre Paris, on prend la France. Ça, c'est l'idée de l'étranger. Oui. Ça, c'est l'idée de l'étranger. Si vous prenez Berlin, vous ne prenez pas l'Allemagne. Parce que les autres villes, c'est un pays fédéral, les autres villes comptent. Si vous prenez Moscou, vous ne prenez pas la Russie. Il y a toute l'immensité de l'espace là, mais la France, c'est Paris, parce que l'État est là, l'administration est là, tout est là, et pour les étrangers, donc, cap sur Paris. Ce comparatif des objectifs stratégiques de toutes les guerres est tout à fait passionnant, mais je rappelle à vos camarades de chaire qu'on est censé parler de l'affrontement avec Robespierre et de la chute de Danton. Et vous aurez tout loisir de poser des questions là-dessus dans la dernière demi-heure qui sera consacrée à vos questions. Mais alors, donc moi je vais vous demander quel rôle pour Danton dans la diplomatie de la nouvelle révolution. Donc, pour Valmy, selon vous, aucun. Marie-Antoinette, est-ce qu'il a vraiment discuté avec les Autrichiens pour Marie-Antoinette? Avec les Autrichiens, pour rendre Marie-Antoinette. Bon, après, là, on est printemps 93, jusqu'en juillet. Danton est membre du comité de service public. Il est d'ailleurs principalement, donc de fait, il est le chef d'État de la France, au printemps 93. Et là, il a une politique, il est donc dans le comité de service public qu'il a contribué à fonder, et qu'il a même, il a été l'un des principaux artisans. Et il a une politique étrangère, assurément. Il pense que la guerre est quelque chose qui va entraîner la révolution dans l'inconnu, et notamment dans une violence toujours plus accrue, parce que c'est une époque où les épurations commencent, et les politiques, très clairement, pacifiques en Europe. C'est-à-dire de trouver un accord négocié entre la France révolutionnaire et l'Europe. Amener l'Europe à reconnaître la chute de la monarchie en France et à reconnaître aussi les petites conquêtes territoriales que la France a commencé de faire. Alors on dit que dans ce cadre, il a entamé des négociations et que la libération de Marie-Antoinette, qui n'est pas encore guillotinée, elle est toujours à la prison du Temple, que la libération ou l'échange de Marie-Antoinette aurait fait partie du deal avec les puissances européennes. C'est probable parce que ça pouvait être un des éléments d'une négociation. Quand il faut négocier, pour recevoir, il faut donner aussi. Et Marie-Antoinette était un gage que la Révolution détenait, et d'ailleurs n'avait pas l'intention de continuer. C'est seulement à partir de juillet 93 que Robespierre lancera une campagne pour faire guillotiner Marie-Antoinette. Mais avant, ce n'était pas le cas. Mais ça va provoquer la chute de Danton en juillet 93, parce que Robespierre comprend très bien que le rétablissement de la paix avec les étrangers, avec les puissances étrangères, serait aussi un coup d'arrêt donné à la révolution à l'intérieur. Et il va donc intriguer plutôt, pour provoquer la chute et la démission de Danton du comité, en prônant une relance de la révolution, une radicalisation à la fois intérieure et sur le front extérieur. Et c'est le moment où Robespierre, qui avait été pacifiste, va devenir le partisan de la guerre à outrance et sur tous les fronts. On sait que Danton a essayé de lancer des négociations avec l'Angleterre, par exemple, et probablement avec les autres aussi. Mais tout ça a été arrêté net par la mort du roi. Le fait que un roi en Europe a été guillotiné a fait que les autres monarchies, qui étaient quand même ceux qui avaient le pouvoir partout en Europe, ils se sentaient très émus, plus qu'émus, en danger. La révolution était un danger pour les monarchies. Donc,
après, surtout après la mise à mort du roi, négociation avec l'étranger devenait impossible. Il y avait... Parce que les négociations, elles ont lieu entre avril et juin 1995. C'est-à-dire au moment même, le roi était délégué depuis 5 mois, les négociations ont lieu parce qu'entre les États, il n'existe jamais aucune solidarité. Et même la famille Habsbourg d'Autriche se fiche éternellement de l'histoire. Ils n'ont aucune solidarité, c'est le cas encore aujourd'hui, les États n'ont pas de solidarité. Jamais. Parce que chacun défend ses intérêts. Alors si passer sur l'accord de 2016 est une condition d'accord, pourquoi pas. Quand le duc d'Enghien sera exécuté par Napoléon, en Autriche, on dira à l'ambassadeur français, oh, de temps en temps, il faut bien faire couler le mauvais sang. De façon de dire, vous l'avez tué, bon, écoutez, on ne va pas en faire toute une histoire, restons sérieux. Là, c'est pareil, restons sérieux, c'est-à-dire que pour les gouvernements étrangers, c'est pas la mort d'un roi qui va être un scandale. Est-ce qu'il y avait... Oui, mais le problème, est-ce qu'il y a une chance que ça aboutisse à non, très peu. Négociation. Très peu. C'est ça que je voulais dire. Oui. On peut, je pense qu'on a mentionné, on peut revenir à cette question de massacre de septembre, donc après, en 92, après la chasse de l'élimination du roi. Alors, là, Danton est accusé de tous les maux. D'abord par Robespierre à la fin, qui disait que c'est une raison assez tortueuse, mais Robespierre disait qu'en envoyant ces masses à la frontière pour arrêter l'invasion, on laissait Paris ouvert à la vengeance des royalistes, de tous ceux qui voulaient la fin de la Révolution. Et c'est pour cela parce que Paris était donc sans défense, Paris révolutionnaire sans défense, les gens ont été massacrés. C'est un raisonnement assez tortueux, mais Danton a beaucoup souffert de cela quand même, et en même temps il était le leader de la France à ce moment-là. Donc il a sa part de responsabilité là-dedans, ministre de la Justice en même temps. Que pouvait-il faire pour... évidemment, ce n'est pas, comme je dis, c'est un homme de cœur. Il ne peut pas être pour un massacre. Il était terriblement troublé par cela. Mais il disait, une révolution, chaque révolution veut sa goutte de sang. Ce qu'il faut faire, et que ça c'est la goutte de sang, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter que cette goutte de sang devienne un torrent. 3000 morts en 3 jours, une goutte de sang, ça sera plus qu'une goutte de sang. 3000 C'est pas long de 3000 morts en 3 jours. C'est dans toute la... Oui, c'est dans toute la révolution. Non, les massacres de 7 ans, c'est quand même quelque chose d'épouvantable. Et lui, peut-être, n'a pas participé directement, mais tous ces lieutenants sont commis, les sergents qui sont ses proches. Ils ont des mains pleines de sang. C'est plus qu'une goutte de sang. Ça, c'est évident. Et ça restait sur son dos jusqu'à sa mise à mort, sa propre mise à mort. Les massacres. Ça, c'est des choses qu'il n'a jamais vraiment pu expliquer. Est-ce qu'il porte la responsabilité pour cela ou personnelle? Je pense que c'est un peu dur de mettre tout ça sur ses épaules. C'est la révolution qui réagit comme ça. C'est vrai que la révolution veut son sang. Et après, je vais avancer encore un peu plus, on vient à la terreur, qui est, et là aussi il a
responsabilité, parce que c'est lui qui invente ou qui lance le tribunal révolutionnaire. Il pense qu'il faut quand même montrer qu'on fait quelque chose pour arrêter les royalistes. Et donc ce tribunal révolutionnaire, qu'après il voit ce qui se passe, il le regrette, mais il l'a fait, il l'a lancé. Et donc il pense à part de responsabilité là-dedans aussi. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à la fin il est mis à mort lui-même, parce que ça lui montre que le sang coule beaucoup, beaucoup trop, et qui fait de lui un modéré. Il est peut-être dès le départ modéré d'une certaine manière, mais il devient l'âme de la modération après, et c'est pour cela que Robespierre veut sa tête. Moi, je vois ça différemment. Serrier est comme tous les gens qui passent son temps à pousser à la roue. Et puis, un beau jour, il s'aperçoit que de plus violent que lui, des gens qui poussent plus vite, plus fort à la roue que lui passent devant. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il approuvait lui semble moins bien qu'avant, parce que c'est plus lui qui pousse à la roue en tête du cortège. Et surtout dans un contexte où ceux qui ne poussent pas à la roue au premier rang meurent. Et donc, fatalement, il commence à prendre peur, parce qu'il sait très bien qu'en révolution, si on n'est pas à la tête de la colonne, on meurt. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ses convictions deviennent beaucoup plus modérées qu'elles n'étaient. Et l'un des grands motifs, c'est à la fois l'effroi devant le chemin que commence à parcourir la Révolution, qui va vers des éliminations en série de plus en plus terribles, et puis aussi l'inquiétude sur son sort personnel, et puis le sentiment probablement de perdre le contrôle des choses, à partir de l'automne 93, et cela jusqu'à son arrestation en avril 94. Et il a le sentiment qu'ont beaucoup d'autres révolutionnaires avant lui. Parce que depuis 89, la révolution, c'est des vagues qui sont dépassées par d'autres vagues. Et chaque vague qui se trouve dépassée est éliminée. Alors au début, c'est politiquement, après, c'est physiquement. Et lui, c'est l'avant-dernière vague. Et le seul qui réussit à se maintenir en tête de la vague le plus longtemps que les autres, c'est Robespierre. Parce que c'est aussi le seul, à cette époque, qui a un vrai talent politique, un vrai génie, mais qui lui aussi va finir par succomber. Donc c'est la fin de Danton, je trouve, les derniers mois, entre septembre 93 et mars 94, une période de 6-7 mois, c'est quand même un peu pathétique, parce qu'il est presque le dos au mur, après avoir poussé à la radicalisation de la Révolution, après avoir essayé d'être toujours au sommet de la vague, et du dos au mur, il essaye d'arrêter les choses, il commence à prôner le relâchement de la terreur, la clémence, à dire que tous les gens persécutés ou proscrits ne sont pas des coupables, qu'il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, etc. Qu'il faut que la révolution s'arrête, en tout cas ralentisse, qu'il faut revenir au règne des lois. Et c'est un combat un peu le dos au mur. On a le sentiment qu'à partir de novembre, décembre 93, il sait comment ça va finir. Et qu'il ne cherche à peine à lutter encore. Et il passe d'ailleurs beaucoup de temps quand même à Arcy, et au point que, vous savez, aller à Arcy, c'est quand même un aveu de défaite et de résignation, parce que pendant qu'il est loin, ses ennemis s'agitent et préparent sa liquidation, et notamment certains de ses anciens meilleurs amis, en général en politique c'est comme ça, et notamment c'est Guillaume Varenne qui va le faire arrêter et éliminer, qui a été son protégé et qui lui doit tout. Mais ça c'est de bonne guerre en politique. Oui, vous avez dit que c'était un signe de peur. Pas de peur, mais forcément peur. Pour moi, c'est plutôt un signe qu'il voulait essayer de réguler cette perte de sang. J'ai regardé la raison pour laquelle il a donné, parce que là, il y a un texte, il a donné devant donc la Convention,
il explique pourquoi il veut créer le tribunal révolutionnaire. Ah, ça c'est bien plus tôt, ça c'est mars 93. Donc là on est après l'été 93. Mais je reviens. Mais non, mais quand même, le tribunal révolutionnaire, c'est exceptionnellement important là-dedans. Quand même, c'est ça qui décide du sort et de Robespierre et de Danton. Enfin, lui, il ne sait pas où ça va aller. Il regrette beaucoup après, mais à ce moment-là, au moment où il organise, il dit, et c'est typiquement sa manière de parler, soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. Oui, c'est vrai. Alors, organisons un tribunal, non pas bien, cela est impossible dans les circonstances, mais le moins mal qui se pourra, afin que le glaive de la loi pèse sur la tête de tous nos ennemis. Et ce qui est important, c'est que soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. Il a créé ça pour essayer d'arrêter les sans-culottes de massacrer, de continuer avec cette aventure de la tuerie. Ça, c'est son idée principale de départ. Pour lui, c'est correct, c'est pas la peur. Mais c'est vrai que je suis revenu dans la... Voilà, oui, mon cher David, le rapport des Anglais à la chronologie, c'est comme la différence entre les jardins à l'anglaise et les jardins à la française. Les jardins à la française, c'est les jardins à l'anglaise, c'est un peu... Donc c'est pareil. Là, on est à des moments à la fin. Donc la conjoncture a totalement changé. Et il est c'est une période, c'est la période la plus sombre de la Révolution. Et effectivement, il est celui qui incarne à ce moment-là le projet d'une détente. Ça va finir avec ces épurations et cette révolution qui est devenue une course à la mort. Et il a très bien compris, mais il n'est pas le seul d'ailleurs, il a très bien compris que tout le monde allait mourir si ça continuait comme ça. Et alors, bien sûr, après, je pense qu'entre lui et Robespierre, c'est une question de décider à quel moment on peut commencer la détente. Et Robespierre est d'ailleurs ils font alliance pendant l'hiver 93-94 pour lutter contre l'extrême gauche et les Illuminés. Mais Robespierre pense que le moment de la détente n'est pas venu. C'est-à-dire que pour en venir à la détente, il faudra tuer toute la gauche de la Révolution. Et là-dessus, je pense qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est ça qui va précipiter la chute de Danton. Mais en même temps, on sent bien que chez lui, il y a une sorte de relation. Je pense que Danton, psychologiquement, c'est un homme qui a des absences, en quelque sorte. C'est-à-dire, il a des envies de retour à la vie normale, à la vie familiale, aux amis, à sa femme, aux enfants. Et donc, il y a des moments où la politique, il en a marre. Et il part décompresser à Arcis-sur-Aube. Et c'est sa grande faiblesse, parce que Robespierre n'a jamais ses absences. Robespierre, quand vraiment la pression est trop forte, il fait une dépression nerveuse. Ça vaut plein de choses, on ne voit plus nulle part, il s'enferme chez lui. Il écrit des textes où il fait des listes de noms de gens à proscrire, c'est sa manière à lui de redonner le moral. Alors que Danton, il fait un break avec la politique. Et en politique, en révolution, quand vous faites un break avec la politique, vous êtes mort. Tout simplement. Et donc, c'est ce qui va bien. Alors que la vie dont on touche à sa fin, je crois que la conférence touche également à sa fin. Si on peut réserver une demi-heure à la question de lui. Un mot sur le procès. Oui, donc justement, j'allais vous dire, donc Danton a initié le tribunal révolutionnaire, il est lui-même jugé par le tribunal révolutionnaire. Donc, il a fallu sur la fin. Vous y êtes un livre. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler les conditions du procès, ce pourquoi il est jugé? C'est un procès, deux procès. Ça n'a que le nom, bien sûr. Les procès politiques ne sont pas des procès, puisque de toute façon l'accusé ne peut pas sortir innocenté ou vainqueur. Mais il a, autant probablement il a raté sa carrière révolutionnaire, parce qu'il n'a rien achevé, il n'a rien réussi en réalité. Mais autant il a réussi sa sortie. Parce que son dernier acte, il redevient ce qu'il était au début, c'est le tribun extraordinaire, qui met le public dans sa poche. Les juges vont avoir très peur, au point qu'ils vont aller voir Robespierre pour obtenir un décret qui
permet d'expulser les accusés. Les accusés parlaient trop. Et donc, pour pouvoir les condamner à mort, en fait, les empêcher de se défendre, on les a expulsés des débats, ils ont appris leur condamnation à mort à la conciergerie en prison. Et il s'est défendu comme un lion, répondant aux attaques, mais aussi pratiquant l'humour, faisant rire l'assistance, déchaînant les applaudissements du public, ce qui bien sûr a suscité une peur bleue de la part de ces juges. Mais il n'avait aucune chance de s'en sortir, et il est mort tout à fait bravement, héroïquement. Mais il faut dire que c'est une époque où les gens meurent bravement. Et d'ailleurs, ceux qui ne meurent pas bravement, comme l'ancien maire de Paris, Bali, sont insultés par la foule, qui sent la peur des condamnés, qui les insultent, leur crachent dessus, etc. Alors que ceux qui meurent bravement, eh bien, sont comme des acteurs qu'on applaudit parce qu'ils font bien leur travail pour leur dernière représentation, leur dernière sortie publique. Et lui a été héroïque. Il y a la célèbre phrase à la fin où il dit, on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas ça lui convient bien, où il dit au bourreau, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Et c'est une belle façon de quitter la scène. Oui, je veux dire qu'une des énormes ironies de la Révolution pour moi, c'est que d'antan l'homme immodéré dans tous les sens meurt pour sa modération. Ça, c'est absolument extraordinaire et touchant, parce qu'à la fin, ça devient, surtout après la mort de Marat, l'assassinat de Marat, ça devient carrément une lutte à la mort entre Danton et Robespierre. Avec Robespierre qui veut exterminer tout signe de la contre-révolution, exterminer. Et Danton qui veut voir un peu de bien, même dans les hommes anti-révolutionnaires. Est-ce que tout le monde peut être aussi mauvais que ça? Non, il dit, ça c'est la modération. Il est accusé de modération et dans les charges portées par Saint-Just contre lui, c'est surtout la modération qui est le plus fort. Il est accusé de tous les mots imaginables qui sont grotesques. Les charges, la liste de charges contre Danton au procès, c'est inimaginable. Mais voilà, Robespierre avait donc gagné cette lutte à la mort et il paie de sa propre tête après. Le procès même, c'est pas exactement un triomphe de la justice française, où il ne peut même pas appeler de témoin, et il hurle un peu, et puis il voit que c'est inutile, même de dire combien c'est absurde et ridicule les charges contre lui. Il va à la guillotine avec ces mots extraordinaires à la fin que tout le monde connaît. Il y a Samson le bourreau, n'oubliez pas de montrer ma tête au peuple, ça vaut la peine. C'est bon. Je crois qu'on a réussi à cerner. Je crois qu'on a réussi à cerner tous les aspects de la personnalité de Danton. On avait ouvert cette conférence sur le célèbre discours sur le gaz. On va refaire sur Tu me montreras ma tête au peuple. Je crois que l'éloquence a été un élément important de sa vie. On a réussi à préserver une demi-heure de questions pour la salle. Donc c'est désormais vous qui avez la parole, si vous le souhaitez. Merci. Alors, quelqu'un souhaite poser une première question dans la salle? Je demande d'éclaircissement parce qu'on a pas. Monsieur là-haut. En haut? Oui. Je suis navré, messieurs les conférenciers, de vous prendre un peu de vous comme ça. C'est passionnant. Et j'ai retrouvé dans les évocations que vous avez faites
pour la télévision française à l'occasion du bicentenaire. Et entre autres, de la fin, où l'on sent que ces hommes de premier rang, ces hommes politiques, comme Danton, sont quelque part usés par le pouvoir et cherchent un exutoire en quittant Paris, en allant ainsi sur Seine, sur Route. Et Robespierre est un peu la même chose d'ailleurs à la fin. Il déprimait, il dit « je ne veux plus siéger, on ne me reconnaît plus, et je ne reconnais plus ma politique dans cette assemblée ». Il part, et les deux, finalement, ont la même conséquence, les deux sont éliminés par le système. Donc je recommande vraiment, c'est magnifique ce que vous avez fait, parce que vous avez mis verbalement ce qu'on peut voir d'une façon théâtrale. Alors on va peut-être au début de la Révolution, qui porte en fait les germes de ce qui va se développer avec les Cordeliers. C'est vraiment de là que cet arbre révolutionnaire prend ses racines et se développe un peu comme un arbre qui finalement va s'abattre à un certain moment. Je voudrais surtout que vous puissiez un peu nous parler, ce qu'on n'a pas trop évoqué, des rapports avec Camille Desmoulins, qui était un ami à la fois de Robespierre, mais très proche de Danton, et également avec les Cordeliers de Marat, comment il s'appelle, celui qui a été assassiné dans sa mémoire, de Marat, qui était lui aussi un tribun très, très brillant au Cordeliers. Alors je ne sais pas, c'est ce que représente le film, en tout cas, il présente un Marat remarquable. J'aimerais savoir comment tout cela s'organisait au niveau des Cordeliers entre ces hommes qui finalement ont été la base de tout ce développement qui a conduit à la chute de notre union. Merci pour votre réponse. Je commence, oui. Comment oui, le film d'Enrico était surtout, moi je trouve, la deuxième partie et une bonne reconstitution, et notamment du caractère lugubre du monde politique à la fin de la terreur. Et effectivement de l'usure de ces personnages. Et vous savez, il y a un portrait au crayon qui a été fait le jour où Robespierre a été renversé. Et Robespierre a 37 ans. Danton meurt à 34 ans, donc ce sont vraiment des gens jeunes quand même. Robespierre à 37 ans, on dirait un vieillard. 36, on dirait un vieillard. C'est-à-dire que ces 5 ans de révolution, bah, c'est fatigant de faire la révolution. C'est usant. Et ils arrivent effectivement à épuiser à ce moment-là, en 1994, et ça c'est tout à fait vrai, et ça compte pour beaucoup aussi dans cette espèce d'hécatombe finale, où la plupart de ceux qui étaient là au départ vont perdre la vie en quelques mois. Alors sur les Cordeliers, les Cordeliers c'est à la fois un club populaire, mais c'est aussi un club qui réunit des personnalités très fortes. Et on ne peut pas... Desmoulins, c'est vrai, un familier de Danton. Desmoulins est là le soir au dîner chez Danton avec Lucille, ensuite sa femme, etc. Desmoulins aussi, il a été camarade de collège de Robespierre, qui se sont connus au collège. Ce sont des proches. Robespierre a été le parrain, a été témoin au mariage de Desmoulins qui va faire exécuter quelques temps plus tard. Et c'est là, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît, ils ne sont pas tous amis. Marat n'est l'ami de personne. On ne connaît pas d'amis à Marat. Marat n'était pas un grand orateur. Marat est un grand journaliste. Ça, c'est vrai. Il a inventé un langage politique très violent, très exterminateur, mais un vrai style qui n'appartient qu'à lui. Et qu'on retrouvera dans la presse française au 19e, 20e siècle, tantôt à l'extrême gauche, tantôt à l'extrême droite. Mais ce style de presse qu'il a inventé. Mais Marat n'est pas familier avec ces gens-là. Il n'appartient pas à leur monde, en plus. Parce qu'eux sont quand même un peu des plébéiens. Desmoulins ne vient pas d'un milieu social très élevé, Danton non plus. Marat a fréquenté les gens des Lumières. Il se croyait lui-même un grand savant dans le domaine de l'électricité. Et d'ailleurs, en grande partie de sa carrière, c'est une vendetta contre les académiciens qui ne lui ont pas fait la place à laquelle il croyait avoir droit.
Mais donc, il se pense comme appartenant au monde de l'élite intellectuelle de l'Ancien Régime, pas au monde de Danton. Il ne veut rien avoir à faire avec ça. Donc, ils n'ont pas eu de familiarité. Mais bien sûr, ils se côtoient, ils sont alliés politiques, et ça se passe un peu comme ça. Mais c'est pas un club très organisé non plus. Donc, ça varie selon les moments, selon les discours. Donc, à un moment, l'un va prendre un peu l'ascendant, puis il va rentrer dans l'ombre. Il y a des alliances contradictoires, parce que beaucoup d'entre eux sont en même temps aux Jacobins, et vont changer. Par exemple, Guillaume Varenne va glisser de Danton à Robespierre peu à peu, jusqu'à faire tuer Danton, qui a été son mentor en politique. Donc, c'est un milieu un peu informel. On dit les cordeliers, mais je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est pas une organisation politique, c'est pas un parti, c'est une mouvance. Voilà. Oui, si vous voulez, c'est une sorte d'agence de communication pour Danton en particulier. C'est des communicateurs, les plus grands membres des Cordeliers. Il y a bien sûr Camille, qui écrit, qui lance des journaux, qui écrit dans la presse à Paris beaucoup. Mais il y a Marat avec sa petite maison d'édition qui tient en secret la plupart du temps parce qu'il est un peu poursuivi par la police, donc il a une imprimerie portable. Là, ça dans une cave, et puis il peut être là ou il peut être là. Il y a un petit passé, je ne sais pas si Patrice l'a mentionné, il y a une personnalité assez intéressante, Fabre d'Églantine, qui est poète et dramaturge. Il a fait. Lui, il est très présent sur cette scène-là, avec une pièce de théâtre, surtout, c'est une pièce de théâtre, je ne me rappelle pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est de l'ironie sur la monarchie. Surtout Nicolas Berger, qui est le grand succès. Et c'est lui qui a inventé d'ailleurs le calendrier des saisons. Et c'est lui aussi qui a provoqué la chute de tout le monde. Qui a créé ça. Parce qu'il allait dénoncer certains de ses amis à la fin à Robespierre, et on dit que c'est parce qu'il n'avait pas reçu une commission sur une affaire juteuse, et donc il a dénoncé ses propres amis. Alors tous ces gens-là parlaient pour les Cordeliers, et qui c'était une sorte de promotion pour cette personnalité du chef. Merci. D'ailleurs, je voulais juste dire sur Camille, il était l'ami d'école de Robespierre, bien sûr, et il restait assez proche de lui, mais d'une manière assez bizarre. Il était, je pense que Robespierre était même le beau-père de son. Bon, d'ailleurs, il était là pour le mariage et même pour le parrain. Il était le parrain. Je pense qu'il était le parrain, oui. Mais il était beaucoup plus proche de Danton quand même. Dans son cas, il écrivait carrément pour Danton. Il écrivait ce que Danton disait. Et il faisait ça d'une manière, il avait énormément de talent, Camille. Danton n'écrivait pas, donc c'était à lui d'écrire ce qu'il voulait dire. Et il était plus proche de Danton que de Robespierre. Et il a coupé carrément avec Robespierre vers la fin. Je crois qu'on a une autre question dans les salles. Oui, en vous écoutant, on a l'impression que ces gens, Danton et Robespierre, Marat, étaient des gens très seuls. Ou est-ce qu'ils avaient quand même avec eux, comme aujourd'hui les politiques, un petit brainstorm
trust derrière eux, une petite équipe, ou est-ce que vraiment ils étaient tout seuls? À part peut-être les cordeliers, comme vous disiez, mais ça avait l'air d'être plutôt un débat avec les cordeliers que l'équipe avec eux. Ils ont autour d'eux un cercle rapproché. Alors, on sait bien dans le cas de Mirabeau, où il avait toute une équipe qui écrivait ses livres, ses discours, qui préparait son action. Donc, par exemple, pour Mirabeau, ça se rapprochait de ce qu'est aujourd'hui l'action politique. Il y avait vraiment une équipe derrière lui. Dans le cas de Danton, il a des familiers qui sont près de lui, il a un secrétaire, mais ça reste quand même très très récent. Et dans le cas de Robespierre, il y a un cercle rapproché de fidèles qui vont d'ailleurs le suivre jusqu'à la mort, dont même certains se suicideront parce qu'ils n'ont pas été éliminés quand il a été liquidé, et après ils se suicideront une fois qu'il est mort. Donc ils ont un cercle rapproché. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Vous savez, aujourd'hui, la politique, en grande partie, c'est une stratégie de la communication. C'est-à-dire, il n'y a aucun contenu, c'est simplement il faut sortir la phrase qui passera au journal de 20 heures. À l'époque, comme vous le savez, il n'y a pas de journal de 20 heures. Et donc, on ne fait pas des phrases comme ça, les discours ne se répondent pas aussi vite qu'aujourd'hui. Donc, la communication tient moins une place importante, que même si la publicité déjà est importante, les discours sont repris par les journaux, mais quand même c'est pas pareil, c'est pas la même chose. D'où le fait que ça fonctionne pour les grands leaders, avec un cercle rapproché qui est souvent un cercle de partisans et d'amis aussi. Et on sait dans le cas de Robespierre, ils vivent vraiment, c'est un petit groupe, ils vivent comme des amis. Le soir, Buonarroti qui chantait très bien, sonnait au piano, ils chantent des airs d'opéra italien, Robespierre joue les marieuses, tout le monde autour de lui se marie, il marie le bas, il voudrait marier Saint-Just, mais Saint-Just n'aime pas beaucoup les dames, alors c'est difficile. Voilà, c'est à la fois c'est le XVIIIe siècle encore. Donc ce sont des collaborateurs, mais c'est plus que des collaborateurs, ce sont des amis et des familiers. Oui. Je crois que ça fonctionne comme ça. Oui, je pense que si, est-ce qu'ils ont été seuls, un peu seuls dans leur... ils ne pouvaient pas être seuls. Les cordeliers, c'est un peu comment dire, le haut fourneau de la Révolution. Et donc, la presse, il y avait une presse assez active à l'époque. La presse tous les jours, les quotidiens, les papiers qui sortaient pratiquement heure après heure, avec ce qui se passait dans les cordeliers, parce que c'est eux qui poussaient la chose. Non, c'était savoir si Danton avait une équipe. Il y a une vraie équipe, la secrétaire, des rédacteurs de discours, des conseillers, c'est comme aujourd'hui. Moi je pense que non. Non. Il n'y avait pas de cabinet, absolument pas de cabinet. Dans ce sens-là, c'était un homme seul. Sa femme n'avait pas pour lui. Tout le temps, elle vivait une angoisse terrible. Elle avait imaginé sa mort dès le départ, elle voyait les dangers. Il n'y avait pas de cabinet, il y avait des gens qui pensaient comme lui et qui le suivaient. On peut dire dans ce sens, si vous voulez, que Camille était une sorte de secrétaire, parce qu'il écrivait, mais pas plus que ça. Vous savez, à l'époque, les ministères, c'est quelques dizaines de fonctionnaires. Ouais. Donc, tout est à l'échelle. Alors la politique ne requiert pas des équipes, ils n'ont pas besoin de 50 conseillers en communication, tous connus les uns que les autres. Oui, bonjour. Est-ce que l'on sait comment le peuple a réagi à la mort de Danton et combien de temps après a-t-il été réhabilité? Vraiment, officiellement Oui, d'une manière ambiguë, je dirais, la réaction du peuple à Paris quand il est normalement, quand les tomberies passaient dans la rue Saint-Honoré vers la place de la Révolution
à l'époque. Il y avait un bruit très fort. Les gens huaient, conspuaient les gens. Là, c'était une sorte de silence, un silence. Ils ne savaient pas comment voir ça, parce que à la fois il était pour Danton, ça représentait quelque chose d'énorme, mais en même temps, il est là. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il a fait? Et donc c'était le silence. Et Danton lui-même, moi j'imagine qu'il était très conscient de cela. Est-ce que ces gens, ces badauds sont là? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent dans la tête? Est-ce qu'ils sont là pour voir ma tête tomber comme tous les autres parce que ça les amuse? Ou est-ce qu'ils sont là pour me regretter? Pour dire au revoir. Oui, pour dire au revoir. Ça, on sait qu'au procès, pendant le procès, il y avait une foule énorme autour du palais de justice. Énorme. Et on entendait même la voix de Danton, parce qu'il avait cette voix tonitruante, on entendait la voix. Et là, il y avait des cheers, comment on dit cheers? Cheers, c'est des acclamations. Oui. des feux. Oui, les vœux, donc on dit du soutien pour lui. Et donc, à la fin, c'était, il ne savait pas. C'était le silence, vraiment. C'était absolument pas comme les autres, où ils avaient conspué, ils étaient contents de voir ces gens aller à un moment. Là, c'était autre chose. On se rapproche son exécution de celle de Louis XVI. Il y avait un grand silence sur le trajet. Maintenant, c'est difficile de dire ce qu'exprimaient les gens qui venaient voir. Déjà, ceux qui viennent voir une exécution, il y a un problème. Ça, la plupart des gens normaux, ils restent chez eux, ils ne viennent pas voir. Donc ceux qui viennent voir aimaient aussi ce spectacle. Et il faut voir qu'il y avait un côté rigolo dans tout ça. Parce qu'on vient voir aussi l'acteur extraordinaire qui donne sa dernière représentation. Et je pense que beaucoup de gens qui vont voir les exécutions, ils vont aussi pour voir comment ça va se passer, s'il va être bon ou mauvais comme un cochon. Et c'est important. Et vous savez, le jour de l'exécution de Robespierre, alors on la dramatise aussi, parce que Robespierre est censé être un martyr de la Révolution, donc on dramatise son exécution. Mais on sait que lorsque sa tête est tombée, parce que c'était le Paris de l'époque, donc les gens, malgré la terreur, tout ça, sont joyeux, aiment bien faire des plaisanteries. Et donc, dans la foule, une fois que la tête de Robespierre est tombée, parmi les condamnés exécutés du jour, il y a un type dans la foule qui a crié bis. Et ça a fait tout le monde, parce que c'était drôle, c'est une manière drôle de finir la journée. Et donc, on ne peut pas savoir exactement comment les gens réagissent. Mais je pense qu'il y a une bonne part au spectacle dans ces exécutions qui étaient quasiment quotidiennes. On peut supposer que les Parisiens étaient très blasés et qu'ils n'accordaient pas beaucoup d'importance à tout ça. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est que Danton a été quasi instantanément oublié, comme s'il n'avait jamais existé. Robespierre l'a suivi dans la tombe 3 mois plus tard, et puis Danton a disparu des mémoires, jusqu'à ce que les romantiques, après 1830, Michelet en particulier, l'exhument et commencent à inventer la légende de Danton, que la République reprendra au temps de Jules Ferry, parce que Danton peut être identifié à la République tout en étant séparé de la terreur. La terreur, c'est Robespierre. Et la République, la Troisième République, voulait célébrer la Révolution sans la terreur. Alors, ils ont repris le personnage de Danton, qui avait été au fond réinventé par Büchner dans les années 1830. Parce que Danton avait disparu des mémoires. Et le souvenir de Danton était un souvenir négatif. Il avait été l'un des bouchers de la Révolution française, au même titre que Marat, Robespierre et les autres. Et après la terreur, il y avait un rejet total de tous ces personnages, quelles qu'aient été leurs nuances et leurs différences. Et ce sont les romantiques, parce qu'il y a quelque chose, c'est vrai, de romantique dans la vie de Danton,
dans sa fin dramatique, dans cette histoire d'Annie, parce que c'est quand même une histoire d'Annie, qui se déchire. Il y a eu un livre très intéressant fait par un psychanalyste, et il dit au fond c'est une histoire de frères qui s'entretuent. Donc il y a une dimension de tragédie antique là-dedans. Desmoulins, Danton, Robespierre sont des frères, réellement, de la même famille révolutionnaire et qui s'entretuent. Et pour les Républiques, c'était un sujet en or, donc ils ont exhumé Danton, et en grande partie la sympathie qu'inspire Danton n'est pas une sympathie d'époque du tout, c'est une sympathie rétrospective qui est due à la plume de Michelet en particulier et au culte que lui a dédié la Troisième République. Je me permets. J'ajoute qu'il a dû y avoir un élément de peur dans le public quand on parle de la réaction du public à cette mort. De peur, parce que tout le monde avait peur, tous les leaders, tous les gens qui menaient la révolution avaient peur l'un de l'autre. Ils croyaient que c'était leur tort. Tout le monde avait peur. Et cette peur a atteint, je pense, cette peur a atteint le public à ce moment-là. Ils voyaient, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que le silence, ça les réduit au silence. Monsieur Guélifet, vous avez parlé de frères, je me permets de poser une question aussi, de frères à propos des leaders de la Révolution. Je me permets de poser une question aussi sur les derniers instants de la relation entre Danton et Robespierre, en mars 1994. Comment on peut essayer d'appréhender la perception qu'avait Robespierre de Danton? Vous avez parlé de rationalité politique, éliminer quelqu'un de menaçant, peut-être aussi de déception sur le plan de la moralité de Danton de la part de Robespierre. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, en validant à ce moment-là la relation telle que je l'ai présentée de Robespierre à Danton, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la relation de Danton à Robespierre dans les derniers instants, s'il vous plaît? Ils ont eu plusieurs dîners à la fin, plusieurs entrevues dans les dernières semaines pour essayer de trouver un terrain d'entente. Je ne pense pas que Robespierre sacrifie Danton. C'est pas lui d'ailleurs qui demande la mort le premier, c'est lié au Varenne, au comité de salut public. Je ne pense pas que Robespierre sacrifie Danton de gaieté de cœur, parce que quand même, d'ailleurs il l'a défendu très longtemps, en disant, souvent il dit à cette